tous, bienvenue à ce webinaire, donc l'expertise économique pour le deuxième trimestre 2025. Une année donc 2025 assez chahutée boursièrement dans un climat économique et géopolitique incertain. Alors des performances 2025 qui pourraient être assez bonnes si on considère la bourse européenne, la bourse suisse, les bourses asiatiques ou le marché obligataire, à l'exception évidemment de la bourse américaine qui se distingue assez négativement en ce début d'année. Donc on se retrouve aujourd'hui le jour de la libération, comme l'a appelé Donald Trump, une journée durant laquelle on va avoir notamment beaucoup plus de précision quant aux taxes et aux tarifs douaniers qui vont être imposés par les États-Unis à leurs différents partenaires commerciaux. C'est ces tarifs douaniers qui sont en grande partie la cause des incertitudes actuelles qu'on observe sur les marchés financiers. Et on va essayer ensemble d'y voir plus clair aujourd'hui. Est-ce qu'on peut s'attendre au deuxième trimestre à un rebond des bourses? Est-ce que ces tarifs douaniers qui vont être mis en place sont de nature à enrayer la croissance économique mondiale ou celle des États-Unis? C'est des questions qu'on va aborder aujourd'hui avec Daniel Varela, notre chef des investissements. Comme toujours, n'hésitez pas à nous transmettre vos questions par le chat et questions auxquelles on tentera de répondre à la fin de cette présentation. Donc, je passe la parole tout de suite à Daniel Varela. Oui, merci Daniel. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, donc une journée assez importante, hein, donc avec des annonces qui sont attendues pour la fin de la journée, comme on l'a mentionné. Alors c'est vrai que si on fait un petit flashback en arrière, donc si on se replace en tout début d'année, début janvier, lorsque on a réfléchi à la stratégie d'investissement et le contexte économique et le contexte de marché pour cette année 2025. En se basant sur le premier mandat de M. Trump, on s'est dit qu'il fallait s'attendre quand même à pas mal d'agitation du côté des États-Unis et de la Maison-Blanche, et probablement donc pas mal de volatilité sur les marchés financiers. Et là, on doit dire que M. Trump est allé probablement au-delà de nos attentes, pour ne pas dire au-delà des attentes de la plupart des économistes et des intervenants de marché, avec effectivement donc une agitation particulièrement élevée, une frénésie de prise de décision et qui semble effectivement culminer aujourd'hui avec l'instauration de ces, en tout cas l'annonce de l'instauration de ces tarifs douaniers, de ces taxes douanières, quasiment pour une grande majorité de pays et de partenaires commerciaux des États-Unis. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, donc la question qui se pose, c'est probablement d'un point de vue économique, parce qu'on sait que l'économie n'aime pas les incertitudes. En tout cas, c'est quelque chose qui, les incertitudes, lorsqu'elles sont importantes, c'est quelque chose qui, par nature, a tendance à bloquer un petit peu les décisions d'investissement, en tout cas au niveau des entreprises, des entrepreneurs. Et donc ça, c'est probablement la question importante aujourd'hui. Est-ce qu'on est au sommet de ces incertitudes? On le voit sur le graphique qui figure à cette page, que cet indicateur qui mesure les incertitudes politiques que l'on peut avoir dans le monde, qu'on peut avoir au niveau des États-Unis, eh bien cet indicateur se trouve à un sommet. On a rarement observé, en tout cas pas sur les 25 dernières années, on a rarement observé autant d'incertitudes à l'échelle internationale, et ces incertitudes, elles sont quand même beaucoup alimentées par la politique de Donald Trump et de son administration. Comme je le disais, ces incertitudes, c'est quelque chose qui pèse effectivement sur le climat des affaires, surtout aux États-Unis. En Europe, on le verra tout à l'heure, donc là, les incertitudes, elles ne sont pas uniquement politiques, elles sont également commerciales, militaires, même si on a l'impression que certaines de ces incertitudes sont plutôt en voie de s'estomper, mais clairement, le climat est un climat qui forcément déstabilise les agences économiques si on est proche de ce pic et que
passer cette journée de la libération, telle que mentionnée par M. Trump, si les choses se calment, en termes notamment de taxes douanières, eh bien probablement que le climat des affaires et les entrepreneurs sauront sur quel pied danser par rapport aux investissements qui doivent être engagés pour les prochaines semaines ou pour les prochains mois. Bien entendu, donc la question qu'on doit se poser également, donc la politique, c'est pas tout. Il y a également donc la politique monétaire, donc la politique géopolitique et puis la politique monétaire. Donc c'est pas les mêmes intervenants, c'est pas les mêmes décideurs. Politique monétaire, c'est les banques centrales et on sait qu'on est dans un contexte où depuis quasiment une année, puisqu'il y a environ une année, la Banque nationale suisse était la première banque centrale à baisser ses taux et puis on sait que dans le courant de l'été, quasiment toutes les grandes banques centrales ont imité la Banque nationale suisse et ont baissé leur taux d'intérêt. Donc ça, c'est quelque chose qui, au contraire de la géopolitique qui est un peu instable en ce moment, ça, c'est plutôt quelque chose qui est favorable pour l'économie et pour les marchés financiers. On sait que cette détente de la politique monétaire à laquelle on a assisté depuis 12 mois, elle a été facilitée, autorisée, on va dire, par le fort recul que l'on a observé sur l'inflation quasiment partout dans le monde. C'est ce qui a permis, bien entendu, aux banques centrales de procéder à des baisses de taux et à une détente de la politique monétaire. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que on est dans un contexte où les banques centrales vont pouvoir continuer à baisser leur taux d'intérêt, surtout que ces décisions, notamment en provenance de la Maison-Blanche, eh bien, elles sont plutôt de nature à créer un sursaut au niveau de l'inflation, surtout du côté des États-Unis. Ce graphique montre les taxes douanières moyennes qui sont imposées par les États-Unis pour tous les produits qui sont importés par les États-Unis en provenance de l'étranger. On constate que la tendance était assez claire. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, ces taxes douanières ont progressivement reculé pour atteindre des niveaux de taxes douanières relativement bas. Et on constate effectivement que là, la tendance s'inverse. On a observé déjà une première inversion de tendance avec le premier mandat de M. Trump, où il y a eu un léger sursaut au niveau du taux moyen de taxes douanières sur les importations. Et avec les annonces qui sont attendues, avec ce que l'on a déjà un petit peu entrevu sur les dernières semaines, eh bien c'est vrai que les attentes sont à ce que les taxes douanières moyennes progressent assez nettement sur les prochaines semaines et sur les prochains mois. Sur ce graphique, c'est une estimation qui remonte à environ une semaine. On s'attend effectivement donc à voir ces taxes douanières monter en moyenne aux alentours de 10%. Certains autres économistes parlent peut-être de monter à 15% en moyenne. Donc forcément, ça peut occasionner un impact sur l'inflation aux États-Unis. On doit s'attendre à une remontée de l'inflation parce que donc ça, c'est des taxes qui vont frapper tous les produits qui sont importés, mais également les produits manufacturés aux États-Unis, qui sont manufacturés, qui sont produits beaucoup avec des matières premières qui proviennent de l'étranger et qui sont donc frappés là également de droits douaniers. Fort heureusement, on a donc au niveau du panier de la ménagère, donc on a un socle qui est quand même relativement important, qui est constitué par le prix des services. On ne s'attend pas à ce que les prix des services prennent l'ascenseur, mais c'est vrai qu'il faut s'attendre à une remontée de l'inflation suite à l'instauration de ces taxes douanières. Est-ce que, au-delà d'un effet temporaire, est-ce qu'on peut avoir un dérapage durable de l'inflation? Là, effectivement, la question est ouverte. Habituellement, ce que l'on sait, c'est que des hausses d'impôts ou des hausses de taxes, c'est plutôt quelque chose qui, par nature, est désinflationniste sur la durée.
inflationniste sur le court terme, mais désinflationniste sur la durée. Pourquoi? Eh bien, dans l'histoire économique, on observe que quand il y a des hausses d'impôts, eh bien, que tous les agences économiques, et notamment les consommateurs, les ménages, doivent faire des choix, doivent faire des arbitrages. Ils perdent en pouvoir d'achat et donc ils consomment moins des produits sur lesquels les taxes montent. Et ils ont tendance à consommer peut-être un peu plus sur des produits qui sont moins frappés, en tout cas moins lourdement frappés de taxes douanières. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra suivre sur les prochaines semaines, sur les prochains mois. Mais donc, effectivement, l'impact à court terme semble assez évident. Un rebond de l'inflation, en tout cas en ce qui concerne les États-Unis, mais sur la durée, donc l'impact n'est pas aussi évident et il faudra donc effectivement observer ça sur les prochains mois. Est-ce que, donc, au-delà de ce rebond de l'inflation du côté des États-Unis à court terme, si on prend un petit peu de recul, ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, déjà depuis quelques mois, la désinflation marquait un peu le pas, hein. Donc c'est vrai que l'inflation était fortement montée en 2022. On a eu une très belle phase de désinflation sur les 2 dernières années. Et puis on constate que là, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, l'inflation semble se stabiliser aux alentours de 2%. On doit s'attendre probablement à ce que l'inflation, comme je le disais, remonte un petit peu du côté des États-Unis. Donc, si on prend ce recul, compte tenu de l'impact que l'on attend des taxes douanières sur l'inflation aux États-Unis, compte tenu également de ce que l'on sait du côté de l'Europe, et on y reviendra avec ces programmes de relance, de réarmement, on doit probablement s'attendre à ce que l'inflation va rester probablement à un niveau plus élevé que les niveaux que l'on a observés, connus, durant la décennie allant de 2012 jusqu'en 2021, un contexte où on avait une inflation qui, pratiquement partout dans le monde, en tout cas dans tous les pays industrialisés, on avait une inflation qui était entre 0 et 2%. Probablement, ce à quoi il faut s'attendre, c'est plutôt ce que l'on avait observé durant les années 2000, donc un contexte d'inflation où l'inflation dans les pays industrialisés est plutôt entre 2 et 3%. C'est ce contexte-là auquel on s'attend chez Piguet Galland pour les prochaines années. Est-ce que ça veut dire que les banques centrales ne pourront pas continuer de baisser les taux? Donc, ça dépendra. Ça dépendra des différentes banques centrales. Premièrement, si on regarde la situation en Suisse, on a effectivement constaté qu'il y a eu une très forte désinflation. Le trait blanc montre l'inflation aujourd'hui en Suisse qui est tombée quasiment à l'équilibre, 0,3% sur une année. C'est quasiment une inflation qui est stable. Après, donc, si on enlève donc les effets un peu volatiles liés notamment au prix de l'énergie et au prix de l'électricité qui ont pas mal baissé sur les derniers mois, on constate que donc l'inflation de base, hors effet volatile, c'est le trait bleu. Cette inflation de base, également en Suisse, a tendance à effectivement se stabiliser aux alentours de 1%. Et c'est ce qui nous fait penser que la Banque nationale suisse, qui a été la première à baisser ses taux à partir du mois de mars de l'année dernière, a probablement terminé avec ses baisses de taux. Par contre, les autres banques centrales, il y a probablement encore une certaine marge de manœuvre. Malgré ce contexte où l'inflation va peut-être rebondir sur les tout prochains mois de manière temporaire et surtout du côté des États-Unis, on sent les banques centrales, que ce soit aux États-Unis, en Europe, au Royaume-Uni, assez soucieuse par rapport effectivement aux impacts économiques qui pourraient être en lien avec cette politique assez agressive et un peu erratique, si on peut s'exprimer ainsi, de la part de l'administration Trump. Donc nous, personnellement, on s'attend effectivement à ce que cette baisse de taux, elle ne soit pas totalement terminée, à l'exception de la Banque nationale suisse. On s'attend encore à des baisses de taux, aussi bien du côté des États-Unis, probablement 2 baisses encore cette année, que du côté de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre, qui vont probablement encore procéder à quelques baisses de taux sur les prochains mois. Du coup, d'un point de vue économique, on a effectivement ces tarifs qui vont rentrer maintenant en vigueur. Et un terme qu'on voit de plus en plus dans la presse économique, c'est bien sûr le terme récession.
des attentes de récession ou des probabilités de récession qui ont sensiblement augmenté en ce qui concerne les États-Unis. Alors, est-ce que c'est vraiment ce vers quoi on se dirige pour l'économie américaine, malgré le fait que les banques centrales peuvent encore assouplir leur politique monétaire, ou est-ce que ces craintes sont aujourd'hui encore injustifiées? Alors, c'est vrai que ces craintes de récession, on en entend beaucoup parler. C'est probablement ce qui a provoqué effectivement ce recul de la bourse américaine, alors que les autres bourses, notamment européennes ou asiatiques, avaient plutôt un bon premier trimestre de l'année. Je dirais que aujourd'hui, on est encore dans une position d'attente, notamment par rapport à ce qui va se produire sur les prochaines semaines, sur les prochains mois, notamment par rapport à ce pic des incertitudes et ce pic des tarifs douaniers. Est-ce qu'on s'en arrête là? Est-ce qu'on s'arrête là? Ou est-ce qu'éventuellement il y a d'autres mesures supplémentaires qui seront annoncées? Nous, notre scénario, c'est plutôt que la situation va quand même se calmer et que ça peut aboutir également à des négociations. On a vu durant le premier mandat de M. Trump, les tarifs douaniers, ça a souvent été un outil, ou plutôt une arme, utilisée pour obtenir des concessions de la part des partenaires commerciaux. Donc on va effectivement observer ce qui va se passer sur les prochaines semaines et sur les prochains mois, mais partons de l'idée effectivement qu'on a vu le pire de ces incertitudes et le pire de cette guerre commerciale déclenchée par les États-Unis. Nous, à ce stade, compte tenu de ce que l'on sait par rapport effectivement à ces mesures annoncées par M. Trump, on aurait tendance encore à écarter un risque de récession aux États-Unis. Ralentissement, oui, mais récession, c'est encore un risque que l'on écarte. Pourquoi? Tout simplement parce que on a rarement, je ne vais pas utiliser le terme jamais, mais on a rarement vu aux États-Unis une récession en l'absence d'un effondrement de la consommation privée. Donc, une récession aux États-Unis provient toujours d'un retrait, d'un recul, effectivement, de la consommation privée provoquée par des consommateurs qui commencent à avoir peur par rapport à leur situation financière. Ce qui est intéressant sur ce graphique, il faut vraiment se concentrer sur cet histogramme et en particulier sur les traits en bleu clair, qui marquent effectivement la consommation de la part des ménages aux États-Unis. Il faut rappeler que la consommation privée aux États-Unis, de la part des ménages, c'est quasiment 2/3 du produit intérieur brut, 2/3 de la richesse créée chaque année à l'échelle des États-Unis. Et on constate effectivement à quel point donc ces histogrammes bleu clair ont représenté sur les dernières années une part importante du PIB américain. Ce que l'on constate, c'est que si on remonte de 20 ans, et on a également des chiffres plus longs, mais sur les 20 dernières années, en dehors de la période du Covid, qui était relativement courte, où les consommateurs américains, les ménages américains ont eu très peur par rapport à leur emploi, au fait de se retrouver éventuellement licenciés et sans emploi, eh bien on constate que on n'a jamais connu un recul de la consommation privée de la part des ménages. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous rassure encore, qui nous donne encore pas mal d'espoir sur le fait qu'on puisse éviter une récession américaine, parce qu'on est dans un contexte quasiment de plein emploi. Le taux de chômage aux États-Unis est de l'ordre de 4%, au plus bas quasiment de ces 50 dernières années. On a dans le même temps des salaires qui progressent, le prix des maisons, des ménages, donc, qui n'a cessé de progresser sur les dernières années. On a également le prix de l'essence, quelque chose qui est important aux États-Unis. Les ménages américains utilisent beaucoup la voiture. Prix de l'essence qui a pas mal reculé sur les derniers mois. Donc, à aujourd'hui, on n'a pas des conditions qui sont réunies pour assister vraiment à un recul très marqué de la consommation privée aux États-Unis qui pourrait se transformer en une récession américaine. Donc, ralentissement, oui. Récession, non. Non, effectivement, on a tendance à, quelque part, à valider les estimations du consensus que l'on voit sur
sur ce graphique, donc le trait pointillé rouge, hein, le consensus des économistes qui tablent effectivement sur un recul assez prononcé de la croissance en ce premier trimestre de l'année aux États-Unis. On sait pourquoi, donc on l'a mentionné, donc pas mal d'incertitudes. Les entreprises, mais également les ménages, ne savent plus tellement bien sur quel pied danser par rapport à ce contexte d'incertitude provoquée par l'administration Trump, mais une activité économique et de consommation qui devrait se reprendre dès cet été et probablement un deuxième semestre qui devrait être plus favorable. On voit que l'entreprise ou la banque Goldman Sachs est un peu plus inquiète, hein, donc en dessous du consensus, donc c'est le trait bleu en pointillé, mais globalement, donc Goldman Sachs écarte également donc la récession et nous on table effectivement sur une économie américaine plus faible en ce début d'année, mais qui va probablement se stabiliser et connaître un deuxième semestre tout à fait décent. Du côté de l'Europe, donc effectivement, donc là, le contexte a passablement changé par rapport à ce que l'on observait sur l'année dernière et pour ne pas dire sur les dernières années. On se rappelle effectivement que on avait une économie européenne qui était un petit peu à l'arrêt sur les dernières années. Et donc là, le contexte a passablement changé. Donc on se permet effectivement de citer M. Mario Draghi, qui en 2012 a dit "Whatever it takes", donc quoi qu'il en coûte, on sauvera la zone euro et surtout on sauvera l'euro. Mais maintenant, c'est plus le "whatever it takes", le quoi qu'il en coûte, il est plutôt du côté allemand, avec quand même des décisions inimaginables, probablement il y a de cela 12 ou 18 mois, donc avec les autorités allemandes qui ont décidé d'abandonner le frein à l'endettement et de faire de la relance budgétaire pour relancer l'économie allemande qui est dans un marasme économique relativement sévère depuis la guerre en Ukraine. Donc ça va se traduire effectivement par de la relance budgétaire relativement importante, mais également donc ça va être accompagné par de nombreuses initiatives de réarmement un peu partout à l'échelle du continent européen. Et ça, c'est bien entendu quelque chose qui va avoir un impact positif sur la croissance ces prochaines années. On constate sur ce graphique, ça c'est des estimations, l'estimation de l'impact positif que ces processus, ces plans de relance budgétaire et de réarmement vont produire sur le PIB de la zone euro, donc entre 0,5 et 1% de PIB supplémentaire par rapport à la situation qui était antérieure, donc où il n'y avait pas ces plans de relance. Donc là, c'est vrai que le contexte a passablement changé en Europe avec des perspectives qui, malgré effectivement les taxes douanières de M. Trump, se sont nettement améliorées depuis le début de l'année. Parce que les taxes douanières de M. Trump, alors c'est vrai qu'elles vont avoir un impact extrêmement sévère sur certains pays. Sur les principaux partenaires des États-Unis, c'est une très très mauvaise nouvelle. Notamment, on parle du Mexique, on parle du Canada, qui exporte une bonne partie ou on va dire une bonne partie de leurs exportations filent en direction des États-Unis. C'est le cas également d'un grand nombre de pays du sud-est asiatique, mais on constate que, en ce qui concerne l'Union européenne, le poids des États-Unis dans les exportations n'est pas si important. On est plutôt aux alentours de 3-4%. En ce qui concerne la Suisse, qui ne figure pas dans ce tableau, la Suisse, on est aux alentours de 6%. Donc, on va dire que c'est un poids tout à fait gérable. Ça va avoir des impacts sur un certain nombre d'entreprises et de secteurs d'activité, mais probablement pas de quoi faire dérailler l'économie européenne ou l'économie suisse dans les prochains mois en raison effectivement de cette virulence au niveau commercial de la part de l'administration Trump. On constate également que la Chine, contrairement à ce qu'on pourrait penser, eh bien, la part des États-Unis dans les exportations chinoises est relativement proche de celle de l'Union européenne. Donc une Chine qui, depuis quelques années, et sans doute depuis le premier mandat de M. Trump, s'est un petit peu immunisée à l'égard de sa dépendance vis-à-vis des exportations en direction des États-Unis, un poids qui a fortement baissé dans les exportations chinoises en direction des États-Unis. Alors,
la Chine, puisqu'on en parle effectivement, donc au-delà des taxes douanières, qui ne sont pas forcément une bonne nouvelle, même si la part des exportations est relativement faible, le problème principal, ça reste effectivement ce qui se passe du côté du secteur immobilier, du secteur de la construction. Il y a eu quand même une crise qui s'est matérialisée, qui a été déclenchée quasiment juste après le Covid. Donc, après 4-5 ans traversés par le secteur immobilier chinois, donc de crise relativement intense, où les prix immobiliers ont pas mal reculé, c'est le défi principal des autorités été annoncé sur les derniers mois, constate que les prix immobiliers sont en train de se stabiliser. Alors c'est peut-être effectivement le début de la fin de cette crise immobilière chinoise et c'est quelque chose qui est vraiment clé pour les autorités chinoises. Ça va être la seule manière effectivement de relancer la consommation des ménages qui est relativement faible depuis un certain temps. Et puis la Suisse, on le mentionnait avant, donc bien entendu, il y aura un impact de la part de ces taxes douanières, mais quand même, on s'attend à un impact relativement limité. Ce qui est intéressant, c'est que sur les différents indicateurs qui mesurent le climat des affaires en Suisse, on a plutôt eu une évolution assez favorable sur les derniers mois, notamment donc le trait bleu, donc c'est le climat des affaires au niveau du secteur manufacturier. On est en dessous de la barre des 50 qui définit en fait la zone de contraction de l'activité et la zone d'expansion de l'activité manufacturière en Suisse. Donc on est en train de se redresser, on n'est pas encore en zone d'expansion. Il faudra bien entendu voir et observer l'impact de ces annonces de taxes douanières probablement également en direction de la Suisse, mais quand même une tendance qui est favorable sur les derniers mois et on espère effectivement que le secteur manufacturier suisse, également grâce à l'aide de la baisse des taux annoncée par la BNS sur les 12 derniers mois, arrive effectivement à sortir de l'ornière très bientôt. Alors, on a bien compris que ces mesures et le contexte actuel, elles amenaient pas mal d'incertitudes sur les marchés financiers, mais également pour le consommateur, pour les investisseurs, pour les entrepreneurs. On voit pas mal d'indicateurs de sentiments qui se détériorent sensiblement. À quel point cette faiblesse du moral des divers intervenants a-t-il un impact ou a-t-il eu déjà un impact sur les fondamentaux économiques à ce point-là? Alors, c'est vrai que, comme on le mentionne sur ce titre, sur cette page, c'est vrai qu'il y a les fondamentaux d'une part et tout ce qui a trait, tout ce qui est en lien effectivement avec les annonces de M. Trump. Comme on le disait en introduction, est-ce qu'on est au pic de cette incertitude et est-ce qu'on va passer ce cap et aller vers un monde un peu plus certain, on va dire? Est-ce que l'impact actuel sur l'économie et sur les marchés, c'est quelque chose qui va se prolonger ou pas? Je pense qu'on doit s'accrocher déjà aux fondamentaux actuels. Les fondamentaux, on l'a vu, donc pour l'instant, nous, on écarte une récession aux États-Unis. On voit plutôt donc des initiatives qui sont assez favorables du côté de l'Europe. Et si on revient aux États-Unis, à l'économie américaine, donc c'est vrai que habituellement, dans l'histoire des marchés financiers, les marchés financiers ont tendance plutôt à apprécier une situation où on a une économie pas trop forte, ni proche de la surchauffe, ni proche de la récession. Donc si donc l'économie américaine parvient, grâce aux consommateurs américains, à éviter la récession et on s'installe dans un contexte de croissance modérée, on va dire, avec des taux qui continuent de baisser au niveau de la réserve fédérale, eh bien, les fondamentaux ne sont pas si mauvais que ça. Mais reste bien entendu la question de la politique de M. Trump sur les prochains mois. Au niveau des marchés financiers, donc en se basant effectivement sur ces fondamentaux qui ne sont pas si mauvais, eh bien aujourd'hui, si on commence par le marché obligataire, on a plutôt un contexte où le marché obligataire
par rapport à ce que l'on a connu durant les années 2015 ou 2020, on a beaucoup parlé d'un marché obligataire qui ne payait plus de rendement. On a plutôt un marché obligataire qui offre à nouveau du rendement. Donc ça, c'est un socle relativement important dans les portefeuilles des investisseurs et dans le portefeuille des clients, et ça offre du rendement. Donc ça, c'est plutôt une chose qui est positive. On constate effectivement donc les différents losanges. Là, on voit tous les segments du marché obligataire. Donc avec notamment sur la gauche les marchés obligataires gouvernementaux et tout à droite les marchés, on va dire, les plus risqués, les marchés émergents et les obligations à haut rendement. Ce que l'on constate, c'est que les losanges, donc ça montre donc la moyenne des rendements durant cette période un petit peu difficile pour les marchés obligataires, où on avait des rendements qui étaient quasiment nuls ou négatifs. Eh bien, on constate effectivement qu'aujourd'hui, en tout cas dans les catégories, on va dire, les moins risquées, avec la qualité la plus élevée, donc sur la partie gauche de ce graphique, eh bien, on a des marchés obligataires qui offrent nettement plus de rendement que durant cette période 2015 à 2020. Ensuite, en ce qui concerne les marchés boursiers, eh bien, donc là, de nouveau, avec beaucoup de guillemets, beaucoup de nuances et d'incertitudes liées à la politique de M. Trump, mais à ce jour, on a des attentes de bénéfices, des attentes bénéficiaires, de progression des bénéfices qui sont encore élevées, encore intéressantes. Alors en lien avec la politique de M. Trump ou pas, on peut s'attendre à ce que certaines de ces croissances de bénéfices puissent être revues à la baisse, notamment du côté des États-Unis. Mais aujourd'hui, on a quand même, on est rentré dans une année 2025 qui s'annonce quand même assez favorable en termes de croissance des bénéfices. Et pas uniquement aux États-Unis. On constate que sur les autres marchés, notamment en Europe, que ce soit sur la zone euro ou au Royaume-Uni, on assiste plutôt à une accélération des bénéfices. Et ça, c'est plutôt habituellement quelque chose qui est un soutien, constitue un soutien pour les bourses. Après, bien entendu, on doit parler de la valorisation. La valorisation, on mesure ici le fameux rapport cours-bénéfice, c'est le ratio qu'on regarde le plus d'habitude, le plus souvent, pour déterminer si un marché boursier est cher ou relativement bon marché. On constate que donc aujourd'hui, sur la plupart des marchés et sur base historique, les marchés boursiers ne sont pas si chers que ça. Il y a d'ailleurs eu depuis 3 mois un certain ajustement. Le marché américain était le plus cher, ça reste le plus cher, mais donc il y a eu donc un ratio qui s'est un petit peu dégonflé, un rapport cours-bénéfice qui s'est un peu dégonflé. Est-ce qu'il s'est dégonflé suffisamment ou pas? Ce que l'on constate effectivement, c'est que donc les politiques de M. Trump, ça a occasionné une certaine rotation au niveau des marchés, avec des valorisations boursières en dehors des États-Unis qui ont eu tendance à progresser, alors que la valorisation boursière américaine a été plutôt pénalisée depuis le début de l'année. Alors, le marché suisse, qui ne figurait pas sur la page précédente, eh bien là aussi, il y a eu cette rotation qui a été observée également. On avait un marché suisse qui, en termes relatifs, en termes de valorisation relative, était tombé à des niveaux extrêmement bas. Donc les 2 dernières années ont été mauvaises pour la bourse suisse, qui a sous-performé l'ensemble des marchés mondiaux, en tout cas au niveau des pays industrialisés. On avait atteint un point bas en termes de sous-valorisation de la bourse suisse par rapport aux autres marchés. On constate que le début de l'année, avec les belles performances qu'affiche le marché suisse, eh bien, cette décote, elle s'est comblée un petit peu, mais on reste en situation de décote par rapport à la moyenne historique, hein, où habituellement on a des valorisations légèrement au-dessus de l'indice boursier mondial, de l'ordre de 5%. Là, on affiche toujours une décote de l'ordre de 5%, probablement encore du rattrapage à faire du côté de la bourse américaine. Et puis, on rappellera une chose, le contexte de baisse de taux, habituellement, c'est quelque chose qui est favorable pour les bourses. Ce graphique montre que sur toutes les périodes, et ça c'est une étude qui est menée sur toutes les baisses de taux, toutes les périodes de baisse de taux de la part des banques centrales sur les 40 dernières années. Ce que nous dit ce graphique, c'est qu'habituellement, lorsque la majorité des banques centrales décident de détendre la politique monétaire,
habituellement, ça se traduit par des performances boursières positives. C'est le trait noir. Et ces performances boursières, elles sont encore plus positives lorsque l'économie mondiale évite une situation de récession. Et ça, c'est le trait rouge. Donc, on est toujours dans ce contexte-là, jusqu'à preuve du contraire. On est dans une situation, dans un scénario où, que ce soit au niveau de l'économie américaine ou de l'économie mondiale, nous, aujourd'hui, on écarte le scénario de récession et on reste dans une situation qui est plutôt favorable pour les bourses. Donc, des bourses qui, probablement, restent l'actif qui conserve le meilleur potentiel de performance cette année. Un dernier mot sur les monnaies. On a observé un dollar, un billet vert beaucoup plus faible depuis le début de l'année. C'est beaucoup en lien avec les perspectives économiques qui se sont détériorées du côté des États-Unis, qui se sont plutôt embellies du côté européen. Ça a eu un impact sur les différentiels de taux. Les monnaies, on sait que c'est quelque chose qui réagit beaucoup justement à l'évolution des taux entre les marchés. Donc le billet vert qui a été pénalisé depuis le début de l'année, qui semble un petit peu survendu. Nous, on va surveiller de très très près ce qui se passe toujours du côté de Washington, où on a quand même pas mal d'économistes qui entourent donc Monsieur Trump et son administration, qui plaident plutôt en faveur d'un affaiblissement du dollar sur les prochains mois ou sur les prochaines années. Tout ceci pour essayer, bien entendu, d'améliorer la compétitivité de l'industrie américaine. Donc ça, c'est quelque chose qui est à surveiller. Donc à court terme, probablement que le dollar peut rebondir un peu. À plus long terme, donc on n'écarte pas une phase plus difficile pour le dollar américain, que ce soit contre l'euro ou contre le franc suisse. Donc après tout ceci, quelles sont les conclusions en termes d'allocation de portefeuille pour le deuxième trimestre? Et en attendant, bien entendu, de voir ce qui se passe du côté de Washington en ce jour de la libération, on n'a pas fait énormément de changements au niveau de nos profils d'investissement et de nos grilles d'investissement. En gros, on continue d'avoir une allocation relativement importante aux actions, donc toujours avec effectivement ce contexte fondamental qui, malgré la volatilité ambiante provoquée par M. Trump, nous semble encore favorable aux actions, tant qu'on écarte le scénario de récession. On a toujours, bien entendu, donc des fonds immobiliers. Alors, les fonds immobiliers suisses ont beaucoup progressé, mais ça reste une alternative intéressante aux obligations suisses, dont les rendements sont extrêmement bas. Donc, en termes de comparaison, en termes de rendement, les fonds immobiliers suisses restent intéressants. C'est pour ça qu'on garde une allocation aux fonds immobiliers suisses. Par contre, comme on peut le constater sur cette page, on a un petit peu modulé notre exposition sur les marchés obligataires. Donc, durant le premier trimestre, on a eu des rendements à long terme aux États-Unis qui ont baissé, compte tenu de perspectives économiques un peu moins favorables du côté des États-Unis, alors que dans le même temps, les rendements ont pas mal progressé du côté de l'Europe. Et aujourd'hui, on trouve que les rendements européens, à long terme, on parle de rendements à 5 ans, à 10 ans, eh bien, les rendements européens redeviennent intéressants par rapport aux obligations américaines. Surtout si on raisonne sur base hedgée, couvert du risque de change. Donc la couverture du risque de change, notamment contre en Suisse, ça incorpore un coût. Ce coût de la couverture de risque de change est beaucoup plus élevé lorsqu'on couvre le dollar par rapport à une couverture de l'euro. Donc raison supplémentaire qui nous a amené à renforcer les obligations européennes aux dépens des obligations américaines dans nos portefeuilles. Alors, on va peut-être passer aux questions. On a effectivement reçu pas mal de questions, certaines auxquelles on a peut-être déjà répondu. Une question notamment sur les perspectives pour l'euro, surtout par rapport au franc suisse, notamment maintenant que la Banque nationale suisse a certainement procédé à sa dernière coupe de taux. À quoi on peut s'attendre pour l'évolution de l'euro par rapport à la monnaie helvétique? Alors, l'euro, on le voit sur ce graphique, ça c'est contre dollar. Donc, le trait blanc montre l'évolution du dollar contre l'euro. Donc, quand le dollar-euro baisse, c'est qu'en fait l'euro s'apprécie. Hein. Donc ça, je pense que c'est important de préciser ça. Un des facteurs qui effectivement a provoqué donc ce rebond de l'euro contre le dollar, mais également de l'euro contre le franc suisse depuis le début de l'année, c'est effectivement ce changement de cap
au niveau de la politique allemande. La décision de faire de la relance budgétaire, c'est quelque chose qui améliore les perspectives économiques européennes. Alors il y avait, on se rappelle, beaucoup de craintes l'année dernière à l'égard de la politique européenne et de l'économie européenne. L'économie allemande qui était dans de grosses difficultés, et puis la politique française qui a suscité quand même pas mal d'inquiétudes à l'égard de la force de l'euro. On est plutôt dans un contexte plus favorable pour l'euro, y compris contre le franc suisse. Donc temporairement, on n'écarte pas que l'euro puisse progresser encore un petit peu contre le franc suisse. Après, et ça c'est quelque chose qu'on a tendance à répéter régulièrement, sur la durée, sur le long terme, on a un franc suisse qui continue de conserver ses atouts. Une économie bien gérée, peu endettée, qui dégage énormément d'excédents, notamment avec des secteurs à l'exportation qui restent extrêmement forts, notamment la pharma, et la machine-outil, l'horlogerie. Donc ça crée des excédents extrêmement importants. Et quand on a des situations d'excédent, habituellement, ça c'est quelque chose qui soutient la monnaie du pays. Donc temporairement, sur le court terme, on va dire, on n'écarte pas que l'euro puisse progresser encore un petit peu contre le franc suisse, mais sur la durée, sur le plus long terme, on continue de penser que le franc suisse va rester assez fort contre l'euro. Autre question sur l'Europe, est-ce que l'on s'attend à une repentification de la courbe des taux en Allemagne et en France? Alors, absolument. Donc, la repentification, elle a déjà débuté. Donc, on a effectivement observé que depuis le début de l'année, les taux à 10 ans ont pas mal progressé. Pourquoi ils ont progressé? Pour les raisons qu'on a mentionnées. Donc, effectivement, donc, cette idée qu'il y a de la relance du côté de l'Allemagne, mais également plus globalement à l'échelle européenne. Donc, cette volonté de réarmement, ça va coûter et ça va être beaucoup financé par un surplus d'endettement au niveau des États ou au niveau de l'Union européenne. Donc forcément, ça c'est quelque chose qui a provoqué cette remontée des taux longs. Dans le même temps, les taux courts ont baissé parce que la Banque centrale européenne a encore baissé ses taux dernièrement et la Banque centrale européenne, comme on le disait précédemment, elle n'a sans doute pas terminé de détendre sa politique monétaire. On s'attend en tout cas à 2 baisses complémentaires, supplémentaires de taux par la Banque centrale européenne dans les prochains mois. Donc, ce qui veut dire effectivement que cette repentification, elle va se poursuivre en Europe. Peut-être toujours sur les taux de change et la façon dont, en pratique, on couvre les risques de change dans nos portefeuilles aujourd'hui contre l'euro, contre le dollar. Comment est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est une couverture partielle, complète? Oui, alors habituellement, c'est quelque chose qu'on fait sur base partielle. C'est rare qu'on couvre intégralement une monnaie. Aujourd'hui, donc, on procède à des couvertures partielles qui se fait sur la base de change à terme, donc des contrats où on vend la monnaie étrangère à terme, généralement sur un terme de 3 mois. Ça occasionne un coût. Pourquoi on fait sur 3 mois? Parce qu'on aime avoir une gestion dynamique du risque de change. On estime que donc, le risque de change, il ne faut pas être couvert en tout temps, il faut plutôt adapter la couverture du risque de change en fonction des vues que l'on a sur les monnaies. Et ces vues-là, ces vues sur les monnaies dépendent beaucoup des vues que l'on a en relatif sur l'évolution des perspectives économiques entre deux pays, que ce soit l'Europe et la Suisse, ou bien les États-Unis et la Suisse, ou les États-Unis et l'Europe. Donc, on aime effectivement avoir une couverture partielle et puis dynamique en fonction des perspectives économiques. Une question sur les États-Unis, notamment au sujet de la capacité à Donald Trump et à ses soutiens milliardaires à supporter cette faiblesse de la bourse. On s'attendait effectivement qu'à un moment donné, ça fasse réagir Donald Trump. Est-ce qu'il est sensible à une potentielle faiblesse de la bourse américaine, ou est-ce que vraiment c'est un coup de bluff auquel on assiste aux États-Unis aujourd'hui? Alors, c'est une très très bonne question. C'est vrai que durant le premier mandat de M. Trump, on a observé que M. Trump avait une assez faible tolérance
à une baisse de la bourse américaine. Et on s'attend à effectivement qu'à un certain point, si la bourse américaine continue de baisser, que ça puisse avoir un impact sur les décisions que prend le bureau ovale. À ce jour, on estime que la baisse n'a sans doute pas été suffisante pour provoquer un changement de cap au niveau de M. Trump, tout simplement parce que, certes, l'indice principal de la bourse américaine, donc le S&P 500, il est en recul de l'ordre de 10% par rapport à son sommet d'il y a quelques semaines, mais depuis le début de l'année, on est à une baisse de l'ordre de 5%, donc probablement pas une baisse suffisante pour l'inciter à changer de cap. Les baisses sont plus importantes sur notamment les titres de la technologie. Donc, c'est les titres qui ont le plus baissé. Alors, ils avaient beaucoup monté avant, mais on voit potentiellement que ça peut affecter certains de ses soutiens ou certains de ses amis, que ce soit M. Elon Musk ou d'autres. Pour l'instant, M. Musk a reconnu effectivement que ça avait pas mal impacté sa fortune, donc la baisse subie par le titre de Tesla, mais c'est probablement à ce jour la seule réaction que l'on a pu lire ou entendre de la part effectivement, on va dire, des grands entrepreneurs américains. Donc probablement, c'est une hypothèse que l'on doit garder effectivement en tête. Ça peut avoir un impact sur la prise de décision de M. Trump, mais probablement à ce jour, la baisse n'a pas été suffisante pour pouvoir effectivement tester cette détermination éventuellement de M. Trump à changer de cap si la baisse de la bourse américaine est trop forte. Peut-être une question à laquelle je peux essayer de répondre sur les secteurs à privilégier dans les actions, notamment aux États-Unis. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est un contexte qui, à notre sens, ne nous permet pas d'avoir des paris trop marqués en termes de secteur. On a assisté depuis le début de l'année à une forte hausse de la volatilité, à des rotations sectorielles extrêmement rapides au gré des annonces de Donald Trump. Cet environnement qui est caractérisé vraiment par une visibilité extrêmement réduite semble parler en faveur d'une diversification maximale en termes de secteurs, avec des paris qui ne soient pas trop marqués sur l'un ou l'autre. On peut imaginer effectivement que à un moment donné, si on a une reprise, si on a la certitude, la confirmation que la Fed reprend un assouplissement de sa politique monétaire et qu'on gagne un petit peu plus de visibilité sur cette guerre commerciale, certains secteurs offrent des opportunités, notamment le secteur qui a été mentionné de la technologie qui a le plus fortement corrigé cette année. On peut également mentionner les financières qui, en cas d'absence de récession, devraient également bien se comporter. Mais aujourd'hui, on préconise toujours une approche extrêmement diversifiée, notamment sur le marché américain, en l'absence de visibilité à court terme. Et puis peut-être la traditionnelle question sur le Bitcoin et les perspectives pour cet actif, notamment alors qui semble de plus en plus pris en considération par certains gouvernements. Alors oui, effectivement, donc c'est vrai que ce que l'on a observé sur les dernières années, c'est que donc le Bitcoin et plus généralement les crypto-monnaies, c'est quelque chose qui s'est passablement institutionnalisé. Si on revient quelques années en arrière, on pouvait avoir effectivement les craintes que certains gouvernements éventuellement décident de réguler fortement cet actif, on va dire, puisqu'il s'agit d'actifs crypto. Là, ce que l'on observe, c'est que effectivement, ça s'institutionnalise. Par contre, en termes de comportement boursier, comportement des prix et des cours de ces crypto-monnaies, et plus particulièrement le Bitcoin, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait l'espoir, il y a un certain nombre d'années, que le Bitcoin et les crypto-monnaies, ça pouvait être relativement décorrélé par rapport aux autres actifs et notamment par rapport à la bourse. Ce que l'on a constaté depuis quelques années, c'est qu'en fait, ces crypto-monnaies, l'évolution de ces crypto-monnaies, et notamment le Bitcoin, est quand même passablement corrélée à la bourse. Et notamment
au secteur de la technologie américaine. Donc, c'est probablement, on a constaté, effectivement, on a observé un recul des valeurs technologiques, dans le même temps un recul du Bitcoin et des cryptos et du cours des cryptos. Cette corrélation, elle est surprenante et ça nous amène à penser effectivement que ça passe cet atout de décorrélation qu'on pouvait espérer à un moment donné au niveau d'un portefeuille global. Une autre classe d'actifs qui a peut-être été moins abordée, le private equity. Si on a une vue sur cette classe d'actifs qui est pour le moment pas représentée dans nos grilles d'investissement. Peut-être la dernière question, effectivement, à laquelle on va répondre compte tenu du temps. Alors, c'est vrai que nous, on regarde régulièrement le private equity. C'est quelque chose qu'on n'a pas effectivement dans une grille d'investissement pour des mandats gérés, tout simplement parce que les actifs privés, private equity, private debt et autres, c'est des actifs et des fonds habituellement illiquides, donc très difficile effectivement de gérer la vie, on va dire, d'un portefeuille lorsqu'il y a éventuellement des retraits ou des augmentations de cash. Mais donc, on peut proposer certaines solutions sur ces actifs privés. Ce que l'on peut dire, c'est que sur la durée, ce que l'on constate, c'est qu'en période de volatilité importante au niveau des marchés financiers, private equity, c'est quelque chose qui bouge très très peu, tout simplement parce que les valorisations se font sur des durées relativement longues. Sur la durée relativement longue, ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, le fait que les actifs privés ne sont pas liquides, il y a habituellement une prime d'illiquidité. Donc, sur la durée, on a tendance à dire que ça amène un supplément de rendement par rapport aux bourses, par exemple, mais ça vient effectivement aux dépens d'une illiquidité qui est relativement importante et qui oblige donc les investisseurs à rester bloqué sur un investissement private equity, private debt sur plusieurs années. On parle généralement de 5, 7 à 10 ans. Voilà, on arrive à peu près à la fin de ce webinaire. Merci et merci pour vos questions. Merci de vous être connectés. Merci à toutes et à tous et en vous souhaitant une excellente journée.